Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez en direct à 11h sur la chaîne Bismart. Alors c'est le magazine dédié à l'innovation mais aussi à la nouvelle société numérique dans laquelle il existe évidemment des violences comme dans le monde réel. Et donc le premier sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans Smart Tech est celui de la protection de l'enfance face à ces violences numériques, ce cyberharcèlement. On verra comment mieux protéger les mineurs sur Internet. Ce sera le sujet de l'interview avec Sébastien Garnaud de la Cyber Task Force dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, le jeudi, c'est le moment du grand débrief d'actu. Alors il y a ces sujets qui m'ont fait réagir cette semaine avec l'ouverture du Forum international sur la cybersécurité. Nous aurons en visio l'organisateur avec nous. Il nous parlera des temps forts mais aussi des défis et de la stratégie européenne à mettre en place. On parlera évidemment d'une nouveauté, c'est le lancement d'une carte bancaire qui intégrera le Pass Navigo, un projet qui est subventionné par la région Île-de-France et BPI France. On verra ce que ça donne, est-ce que ça peut être un nouvel usage qui va se généraliser. Et puis, je n'en avais pas encore parlé, mais on a fêté cette année les 10 ans du phénomène Twitch. On reviendra là-dessus. Enfin, on retrouvera notre rendez-vous avec le monde du libre. On ira à la rencontre d'un jeune pharmacien dont le rêve est de créer un logiciel libre qui permettra à ses homologues, mais aussi aux patients, aux clients des pharmacies de reprendre le contrôle sur leurs données de santé. Et on conclura par une innovation qui pourrait celle-ci secouer le monde de l'aviation avec un avion à 3 ailes. Mais tout de suite, place à l'interview. Alors, je suis en compagnie du fondateur de la Cyber Task Force, qui est un groupe composé de parlementaires, hauts fonctionnaires, d'experts en cyberdéfense et cybersécurité, et qui s'est retrouvé à la tête de l'organisation d'un match de foot caritatif. Bonjour Sébastien Garnaud. Hier soir, on a vu effectivement des personnalités se regrouper autour d'un sujet, la protection des mineurs sur Internet. C'est une opération en fait qui met en avant les travaux, les actions de l'association e-Enfance qui opère ce numéro court, le 30-18. Comment vous avez fait ce lien, vous, Cyber Task Force, spécialiste de la cybersécurité, avec l'association e-Enfance ? Le numérique. Dans les deux cas, ce sont les enfants qui sont sur les réseaux. Et nous aussi, quelque part, sur la cyber, on parle de réseaux. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. D'un côté, c'est les réseaux sociaux, de l'autre, c'est les réseaux d'information. Mais on s'est dit qu'il y avait, dans les deux cas, une approche des usages à avoir. Et donc, quand je suis allé voir e-Enfance et que je leur ai proposé cette initiative un peu folle, parce que le match de foot, c'est pareil. Pourquoi du sport et pourquoi le foot ? Très inclusif. Ils ont tout de suite dit oui. Et on a mobilisé sur la protection des enfants. Et mine de rien, à un moment ou à un autre, s'il y a la photo d'un adolescent qui fuite, il y a forcément eu un sujet de cybersécurité aussi. Donc ça permet de créer une approche un peu plus globale de la sécurité numérique. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça reste quand même deux mondes qui ne se parlent pas forcément facilement ? Complètement. Complètement, parce que la cyber, ce sont les ingénieurs, c'est très tech, c'est très expert. Le numérique et les usages des enfants, c'est les réseaux sociaux, c'est la vie de tous les jours, c'est le citoyen finalement. Donc oui, il y a peu de discussions entre tous ces gens et chacun est expert un petit peu de sa spécialité. Et quand on parle de violence numérique, alors qu'est-ce qu'on met derrière ce terme ? Alors, on va parler du cyberharcèlement et ça c'est ce qu'on voit le plus en ce moment. Mais il y a aussi la pédopornographie. Il y a un peu plus, de manière un peu plus experte aussi, les questions de vie privée des adolescents qui fuitent dans les cours d'école, qui ne donnent pas forcément lieu à du cyberharcèlement, mais on s'échange des photos, les photos de la copine ou du copain. Voilà, donc ces violences-là entre eux, et puis aussi avec des adultes qui, eux, ont une approche de leur sexualité, par exemple, ou tout simplement de leur... c'est un peu compliqué de trouver exactement ce qui les intéresse, mais chez les adultes, c'est beaucoup la sexualité quand même. Alors là, vous avez réuni 3 équipes de foot, ouais. Enfin d'amateurs complets, oui. Ce sont des personnalités. D'un côté, la Cyber Task Force, donc on l'a dit, des spécialistes de la cybersécurité, donc
l'aspect technique. De l'autre, une équipe de l'ARCEP, donc le grand régulateur des télécoms. Et puis la CNIL, donc la protectrice des données personnelles. Donc on a des images d'ailleurs de ce match qui s'est joué hier. On voit aussi des personnalités de l'État, avec Pierre-Alain Raffan notamment, voilà, qui a participé au match, avec Adrien Taquet, le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. On avait Cédric O aussi sur le banc de touche, qui est en charge de la transition numérique. Qu'est-ce que ça a donné, alors, au-delà de cet aspect festif qui a permis de collecter des dons, puisque c'était un match qui avait cette vocation-là? Déjà, effectivement, on a réuni 40 000 euros pour l'association et pour le 30-18. Et donc ça, c'est super parce qu'ils ont besoin de moyens. Donc ça, c'était le premier objectif. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a aussi permis de discuter avec la CNIL, avec l'ARCEP, qui sont effectivement de grands régulateurs et qui, eux aussi, d'une certaine manière, font de la cyber. En tous les cas, dans mon acception, si vous avez un expert technique, lui, il vous dira que c'est pas de la cyber, mais moi, je crois que la question de la sécurité des données, d'un côté, avec la CNIL, et puis la sécurité et l'accessibilité à Internet, ça c'est l'ARCEP, c'est aussi, à un moment ou à un autre, la question de la sécurité numérique. On a gagné. Donc on était content, ça veut dire qu'il va y avoir une revanche, mais on a un peu triché. Donc la Cyber Task Force l'a emporté. Oui, mais bon. Ce n'était pas l'objectif. Comment vous percevez, vous, l'approche du gouvernement sur ces sujets? Elle est volontariste, clairement. Et ce numéro court, ça permet déjà de le retenir. Alors, il y a plusieurs numéros courts, on en parlait en antenne, mais l'association e-enfance avait un numéro 0800, etc., etc. Là, le 3018, c'est simple. C'est efficace, et donc ça donne de la visibilité au sujet. Puis ensuite, il y a la question des moyens. C'est devenu un dispositif national, donc la gendarmerie nationale est associée au dispositif, et finalement ça donne une meilleure force de frappe pour l'accompagnement des parents et des ados. Parce que quand on est parent aussi, on peut se sentir démuni face à tout ça. Donc elle est très volontariste, elle donne de la visibilité. Vous avez cité... Est-ce qu'elle s'intéresse aussi justement à donner des moyens techniques, à aller parler de l'autre côté aux cyber-experts? Je pense à ce sujet d'actualité. On a justement l'association, plusieurs associations de protection de l'enfance là, qui ont saisi la justice pour dénoncer une accessibilité trop simple finalement au contenu pour adultes, aux mineurs. En fait, c'est un problème de vérification d'identité, c'est un problème purement technique. Oui, c'est très technique. Là, on parle d'une loi qui pourrait émerger, mais c'est un souci technique avant tout. C'est d'abord un souci. Trouver une solution. Oui, mais le sujet de l'identité numérique se pose à peu près partout et on n'a pas résolu la question de la sécurité de l'identité numérique. J'en parlais avec un de vos collègues qui est très connu, Marc Ris, sur ces sujets-là, qui suit de très près cette affaire qui oppose, en tous les cas, qui parle de l'accessibilité à la pornographie. La loi, je ne sais pas si c'est le bon outil. Je crois qu'à un moment, l'éducation, c'est quand même la base. Et c'est tout l'enjeu d'e-enfance. Et techniquement, lorsqu'on pourra voter en ligne grâce à une identité numérique, alors à ce moment-là, elle sera fiable et on pourra potentiellement la mettre à disposition des ados. On traite l'enfant du temps. Mais là-dessus, on avance vraiment très lentement sur l'identité numérique. Alors là, vous parlez du vote aux élections, alors on n'y est pas du tout. Oh, non, on n'y est pas. On n'y est pas. Il y a France Connect. On tâtonne. C'est clairement, on tâtonne sur. Et pour l'instant, ce ne sont pas des solutions qui s'adressent aux mineurs. Non, jamais. Jamais, mais parce qu'elle n'est pas envisagée comme un outil de citoyenneté, l'identité numérique. Elle est envisagée comme un outil de contrôle. Oui. C'est peut-être là où il y aurait un biais à changer sur l'approche. Alors, il y a aussi la question de l'accompagnement de tous ceux qui travaillent derrière, en fait, les associations d'e-enfance, les protections contre les contenus pédopornographiques. Moi, j'avais reçu en plateau Point de Contact. Ce sont des équipes qui sont soumises à des contenus vraiment très choquants, très violents et qu'il faut accompagner. Est-ce que ça a été un sujet aussi qui était abordé hier soir? Non, hier soir, on n'a pas parlé. C'était pas un colloque. Oui. Donc on n'a pas traité le sujet. Par contre, j'ai vu Anne Souvira et Point de Contact au FIC. Et on a parlé de ce sujet, effectivement. Et vraisemblablement, même les agents qui travaillent peuvent être dans des situations post-traumatiques. Oui. Et moi, ça, par exemple, je l'ai découvert. Je n'avais pas pensé
à la question psychologique des accompagnants. Et dans la cybersécurité aussi, vous pouvez avoir des équipes soumises à des difficultés psychologiques. Et ça, c'est très nouveau. Déjà pour moi, mais c'est bien la première fois que j'en parlais avec des experts. Point de Contact fait un grand travail, mais qui n'est pas visible encore une fois. Donc ça, on va travailler avec Jean-Christophe Le Toquin. Merci beaucoup. Alors on va justement enchaîner en débriefant ce FIC, Forum international de la cybersécurité, qui a lieu en ce moment à Lille. Merci Sébastien Garneau, fondateur de la Cyber Task Force. Donc on part sur le grand débrief de l'ActuTech. Alors avec moi pour commenter ce qui agite la tech, eh bien Alain Staron, le disrupteur Alain Staron, fondateur d'Amborella. Et nous avons également avec nous en visio, je vous l'ai promis, Guillaume Tissier, qui est le directeur associé de Avisa Partners et co-organisateur de ce FIC, le Forum international sur la cybersécurité. Donc ça va être le premier sujet qu'on va aborder ensemble. Comme ça, je vous libère assez rapidement. Guillaume Tissier, merci beaucoup d'être connecté avec nous, parce que ce salon, je vous le fais débriefer, mais il n'est pas totalement terminé. Effectivement, il se termine ce soir après 3 jours de travaux intenses. Et on a eu aujourd'hui un peu plus de 10 000 personnes depuis le début. Donc c'est un peu le FIC de la relance, de la reprise. Oui, alors c'est le signe de quoi tout ce monde qui s'est pressé sur le salon? J'y étais moi-même, j'étais impressionnée dès les premières heures, en fait, dès le mardi. On voyait les files d'attente. C'est dû à quoi? Parce que ce FIC n'a pas eu lieu en janvier, parce que la cybersécurité, c'est de plus en plus au cœur des problématiques. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, j'allais dire, au FIC, aujourd'hui, les professionnels? Je crois que les gens déjà avaient envie de se revoir. Ça fait 19 mois depuis le dernier FIC que la communauté finalement vit à travers ces écrans. Donc les gens avaient d'abord envie d'échanger, de se revoir, de développer aussi leur business, parce que le FIC, c'est à la fois un forum où on discute, où on échange sur le fond, mais c'est aussi un salon où toute la filière finalement présente ses solutions et où des utilisateurs finaux peuvent acheter des solutions également. Donc ça, je crois que c'est le premier point. Ensuite, ce FIC, il est un peu marqué par le signe de l'optimisme. Alors c'est pas toujours, on parle pas toujours d'optimisme quand on parle de cybersécurité, mais on a quand même depuis le début de ce forum le sentiment qu'un certain nombre de choses avancent. Le thème d'ailleurs du forum était la collaboration, la coopération entre les entreprises et l'État, entre les États eux-mêmes. Et il y a quand même un certain nombre de signaux positifs de ce point de vue-là depuis quelques années. Alors ça ne gomme pas évidemment les sujets d'inquiétude. Les sujets d'inquiétude, on les connaît, hein, une cybercriminalité galopante, des attaques étatiques extrêmement furtives et très dangereuses, un manque de compétences aussi, qui est quelque part très angoissant, parce que il n'y aura pas de souveraineté numérique réellement si on n'a pas les compétences nécessaires. Et à côté de ces signaux d'alerte, je le disais, des signaux positifs, la coopération, également des technologies qui progressent, qui permettent aujourd'hui d'automatiser la détection, la réaction. C'est une course, évidemment, mais les technologies quand même progressent. Et puis aussi le fait que la cybersécurité est devenue un sujet de COMEX. Et toutes les entreprises qui ont notamment fait l'objet d'attaques aujourd'hui admettent que ce sujet est un sujet stratégique. Donc c'est là voilà, des signaux extrêmement positifs pour toute la filière. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on a gagné en maturité sur ces questions de cybersécurité au sein des entreprises. En revanche, il y a eu des nouveautés. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai suivi de près ce qui se passait autour de l'OT. Donc, on a l'IT, hein, l'Information Technology, et l'Operational Technology. Et là, on sent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour cette construction de l'industrie 4.0, on ne parle plus seulement de protéger les données, on parle de protéger des systèmes opérationnels qui sont entièrement numérisés. Les usines sont des énormes objets connectés. Et aujourd'hui, le chef de l'automatisme et le chef de l'information, des systèmes d'information, c'est pas le même. Ils ne parlent pas forcément le même langage. Donc on voit qu'il y a quand même aussi tout un nouveau champ avec la transformation numérique qui reste à explorer. Il y a effectivement des angles morts en matière de cybersécurité. Les technologies opérationnelles en sont un. On n'a pas aujourd'hui effectivement de collaboration entre les gens qui travaillent sur ces automatismes et puis les gens de la sécurité, de la cybersécurité. Il y a un frein technologique aussi. On n'a pas les solutions, ou on ne les a pas encore. Elles ne sont pas complètement matures. Il y a un frein culturel également. Et donc c'est effectivement l'objectif de CFI, Cyber Security for Industry, qu'on a lancé. L'objectif, c'est vraiment d'agréger autour du FIC comme ça des verticales sectorielles
Alors, il y en a une sur la cybersécurité industrielle, on en a créé une aussi sur l'identité numérique. Et on a aussi mis le paquet sur le sujet des compétences cette année. C'est pour ça qu'on a créé une European Cyber Cup destinée à valoriser toutes les compétences techniques ou non techniques d'ailleurs, qui concourent à la sécurité. Donc pendant 2 jours, une quinzaine d'équipes se sont affrontées à travers des épreuves d'intelligence artificielle, d'analyse forensique, un capture the flag, et puis aussi des épreuves un peu moins techniques, notamment sur tout ce qui est open source intelligence. Et on a vu des youtubeurs, je crois, se presser dans cette compétition. Exactement. L'idée, c'est un peu de ludifier, de gamifier, comme on dit, le hacking éthique pour le rendre peut-être un peu plus visible et un peu plus populaire. Encore une fois, dans la logique de valorisation, parce que ce sujet des compétences est absolument clé. Toutes les entreprises nous le disent. Alors, ça dépasse la sécurité, c'est vraiment sur l'ensemble du numérique. Je crois qu'il manque à l'horizon 2025 entre 500 et 700 000 praticiens du numérique en Europe. Et on ne peut pas parler de souveraineté numérique, ça c'est l'un des autres sujets aussi qui a beaucoup été évoqué. On ne peut pas parler de souveraineté si on n'a pas ce vivier de compétences. Et la souveraineté, effectivement, est un autre élément positif, et je pense que c'est aussi assez lié au Covid, où on a pris conscience d'une part de l'importance du numérique pour notre résilience, mais aussi de sa fragilité quelque part, parce qu'il est systémique, et donc forcément tout risque susceptible de l'atteindre peut avoir une dimension systémique. Et donc ça, c'est le volet un peu plus politique, on va dire, du forum. Au-delà des aspects très opérationnels, on a aussi beaucoup parlé de souveraineté numérique et donc de cette idée que finalement on avait intérêt à construire un numérique qui corresponde à nos valeurs, à nos styles de vie, et qu'il ne fallait pas se voir imposer un numérique soit très consumériste, trop consumériste, soit au contraire trop totalitaire, comme on peut le voir dans certains pays. À l'échelle française ou européenne, Guillaume Tissier ? Pardon ? La souveraineté à l'échelle française ou européenne ? Alors, je crois que c'est la maille européenne qui est la bonne, parce que clairement, seul, on ne pèse pas assez lourd. Et donc, le sujet de l'Europe est le sujet d'ailleurs clé de ce FIC et du FIC prochain. On va bientôt avoir la présidence française de l'Union européenne, qui va être une opportunité un peu historique pour pousser ces sujets. On va remettre tout à l'heure un livre blanc, publier un livre blanc sur ce sujet, sur les grandes priorités de la présidence française de l'Union européenne. Mais clairement, c'est au niveau européen, à la fois au plan opérationnel et au plan politique, que ces sujets doivent se développer. Alors, ça ne gomme pas évidemment les échelons nationaux. Il ne s'agit pas de gommer l'importance d'avoir des équipes de cybersécurité, des agences et des dispositifs nationaux. Ça suppose simplement ensuite qu'on les mette en réseau et qu'on ait une véritable approche européenne pour compter ensuite au niveau mondial. Un commentaire, Alain Staron, sur ce FIC et les attentes. Bah oui, OT IT déjà, c'est le vrai sujet, puisque les équipes IT ne savent pas faire de l'OT, même si elles pensent que si c'est digital, elles devraient savoir le faire. Et donc ça crée un vrai problème, un vrai gouffre dans lequel il faut pouvoir s'engouffrer, avec des solutions, sachant qu'il y a un nouveau problème qui est sorti la semaine dernière. Vous avez vu, Bracktooth, 16 failles du Bluetooth qui affectent... il y a Qualcomm, les tablettes Microsoft, Intel, et donc ça veut dire que votre Bluetooth peut au mieux ne pas marcher, et au pire installer un malware qui permettre l'installation. Donc il y a un vrai sujet autour de ça, et voilà. On n'est pas tout à fait sorti de l'auberge. Après, il y a quand même des initiatives, effectivement, en banque de talent. Il y a quand même des initiatives. Je pense en particulier à une boîte qui s'appelle Sekiot, qui a démarré l'année dernière et qui fait du sniff, de la surveillance des risques de cyberattaques. Donc effectivement, on est en plein dedans, il faut foncer, on n'est peut-être pas assez nombreux, mais on bouge. Et effectivement, la bonne maille, c'est l'Europe. Et d'ailleurs, demain, je reçois la directrice générale de 42 qui, vous verrez, nous explique comment, en fait, on arrive, en sortant de cette école de développeurs, à avoir 100% d'embauche. Donc, on voit vraiment à la fois que c'est sans doute une excellente école, mais qu'il y a beaucoup d'attentes. Merci, Guillaume Tissier. Je rappelle que vous êtes donc directeur associé de Avisa Partners, coordinateur du FIC, ce Forum international sur la cybersécurité, où on vient faire du business aussi entre les offreurs de solutions et les acheteurs, mais réfléchir aux grands enjeux, aux défis cyber. Alors, on enchaîne avec les autres actualités que j'avais envie de vous voir commenter, Alain. Notamment cette intégration donc, du Pass Navigo dans une toute nouvelle carte bancaire. C'est un projet qui est en cours, qui émane donc d'une petite banque en ligne qui est plutôt spécialisée dans les comptes professionnels. Et là, cette idée de dire, finalement, on va se servir de la carte bancaire comme d'un outil dans lequel on peut avoir énormément de choses, dont son pass pour aller dans les transports en commun, en Ile-de-France en l'occurrence. Bonne, mauvaise idée ? Alors, c'est rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Ça se fait à Londres, ça se fait à New York, ça se fait à Dijon, ça se fait à Aix-en-Provence. Donc,
je dirais, pourquoi pas. Effectivement, moins de plastique dans les poches, mieux on se porte. Mais ça m'amène tout de suite la question, mais pourquoi encore un plastique et pourquoi pas prendre son téléphone ? J'ai un peu mené mon enquête. En fait, on peut valider son titre de transport avec un téléphone Samsung sur le réseau du STIF en Ile-de-France, mais on ne peut pas avec un iPhone. En fait, il y a un problème de compatibilité de technologie. Tout à fait. Alors, moi, j'ai fait ça il y a 10 ans à Avignon. Donc là, c'est plutôt malin. C'est-à-dire c'est une banque qui se dit, bah tiens, plutôt que d'essayer de modifier tout le système aujourd'hui en place dans l'Île-de-France, eh ben, je vais passer un deal avec eux, adopter leur techno et la mettre dans ma carte. Alors, attention, parce que je ne sais pas combien il y a de valideurs en Île-de-France. Je ne sais pas non plus combien il y a de cartes de crédit. Donc vous avez le choix soit de changer les valideurs, soit de changer les cartes de crédit. Donc vous êtes nouveau, vous démarrez, c'est malin, parce que vous arrivez sur le marché avec un facteur un peu différenciant. Mais avant que ce soit mainstream, avant de changer les cartes de crédit de 100% des franciliens, il y en a 12 millions, je pense que ce serait plus simple de faire évoluer les valideurs. Après, ça peut permettre d'exister à une toute nouvelle banque absolument. En ligne. Ah, c'est un excellent coup marketing. Un excellent coup marketing, bravo, effectivement. Je ne suis pas sûr que ce soit la disruption du siècle. C'est tout ce que je voulais dire. Alors en revanche, l'autre pendant de cette actu, on ne pourra plus recharger son pass Navigo dans un distributeur automatique de billets du CUC ou du Crédit Mutuel. Jusqu'ici, c'était possible, même si on n'était pas d'ailleurs client de ces deux banques. Ça, ce sera plus possible parce que finalement, ils sont aperçus, là, les établissements bancaires, que c'était une diversification qui n'avait pas de sens. En fait, les distributeurs de billets sont en perte de vitesse, sont en voie d'extinction. On en a fermé 1200 l'année dernière, il y en a quelques dizaines de milliers, pas plus en France. Et ça, c'est la fin du cash qui est aussi accélérée par l'arrivée du Covid. Je ne touche pas d'argent, on ne sait jamais, il peut y avoir des virus, des choses dessus. Donc on est sur le paiement dématérialisé. Du coup, au début, le terminal bancaire, c'était dire, OK, je démarre avec des cartes de crédit, je ne sais pas si les gens vont l'accepter. Donc avec ma carte de crédit, je prends du cash. Maintenant, tout le monde accepte la carte de crédit, plus personne ne veut de cash, donc ce système disparaît. Et donc, la diversification supposée de proposer un guichet multimodal permettant aussi d'acheter son pass, tombe, parce que le guichet tombe. Voilà. Parce qu'en fait, c'est le smartphone qui l'a emporté. Et voilà. Et alors là, c'est ça votre théorie, c'est que cette nouvelle carte, même si toutes les cartes Visa se mettaient à être compatibles avec... 12 millions de cartes, il faut combien de temps pour les changer ? Je ne sais pas quelle est la durée de vie d'un valideur. Donc c'est peut-être une disruption qui ne va pas durer. Je ne suis pas sûr. Après, le téléphone, ce n'est pas gagné. Moi, j'ai fait ça il y a 10 ans. Et le vrai problème que j'ai eu, on validait avec son téléphone. Qu'est-ce qui se passe si je tombe en panne de batterie dans le bus ? Comment je démontre que j'ai bien mon pass ? Bref, donc le problème n'est pas tout à fait réglé. Je pense qu'il faut attendre une autre révolution, ou en tout cas évolution technologique, pour trouver la vraie bonne déjà solution. le même problème avec le pass sanitaire, d'ailleurs. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, je voulais qu'on revienne sur Twitch, parce que c'est quand même un phénomène, cette plateforme de live gaming au départ, mais est devenue bien plus aujourd'hui. Ça fait 10 ans, ça fait pas 10 ans que c'est une filiale d'Amazon, mais c'est quand même un joli coup pour Amazon d'avoir récupéré cette pépite. Sur le dos de Google et même, je crois, de Microsoft qui était aussi candidat. Absolument. En fait, c'est très drôle parce que Justin Kan, il a démarré en 2007 ou 2009 en se disant je vais me filmer 24 heures sur 24. La télé-réalité à l'échelle de l'individu. Bon, il a fait ça pendant 8 mois quand même. C'est un super succès. Puis après, il s'est dit bon, ma vie n'est pas drôle tous les jours. En revanche, quand je joue aux jeux vidéo, tous les gens qui jouent aux jeux vidéo sont intéressés. Donc, il lance Twitch en 2011 et il ferme Justin TV parce que Twitch marche très bien. En 2014, le débit Internet occupé par Twitch dépasse celui de Facebook. Tout le monde se rue. Jeff Bezos l'emporte. Donc c'est devenu une filiale d'Amazon. Ce qui est très intéressant dans cette histoire... Ce qui est pas mal, parce que quand on s'appelle Amazon, on a aussi Amazon Web Service, un super cloud, alors, effectivement, pour assurer les gros débits que réclament aujourd'hui les streaming vidéo. Mais ça, c'est les hyperscalers qui ont suffisamment d'infrastructures pour aller plus vite, d'où éventuellement des problèmes de distorsion de concurrence. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a réussi à faire un truc qui est le Graal et qui est très compliqué. C'est un média totalement interactif. C'est-à-dire, quand est-ce que Bismart sera sur Twitch ? Ah ben ouais, moi je suis impatiente. C'est un vrai sujet. C'est très compliqué, très demandeur de ressources. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Alain, évidemment, parce que c'était une plateforme au départ que de gamers, des gens qui voulaient voir d'autres gens jouer, savoir comment ils avaient passé des niveaux et tout ça. Donc finalement une niche. Oui. Même si le jeu vidéo est devenu un phénomène de société, donc on comprend que ça a pu prendre de l'ampleur, mais aujourd'hui, ce qui cartonne, c'est le just chatting. Exactement, c'est le premier stream.
just chatting. Donc on a juste envie de parler alors autour de streamers qui font du jeu, mais pas que. Hier soir, je regardais un concert sur Twitch. Donc voilà, c'est vraiment devenu très large. Et c'est cette mayonnaise qu'ils ont réussi à faire prendre, de faire interagir une audience qui fait évidemment qui fascine tous les politiques. 5 milliards d'heures de visionnage en 2020. Oui, ça fait rêver, c'est sûr. Ouais. Alors, autre sujet qu'on devait aborder ensemble, ça c'est votre sujet que vous avez repéré, je vous laisse m'en parler. Oui, lundi dernier, il y a 3 jours, dans le parc le plus peuplé de Singapour, se sont mis à déambuler 2 robots. Quel est leur objectif ? De surveiller ce que font les gens qui traversent ce parc. En particulier, est-ce qu'ils sont rassemblés plus de 5 ? C'est interdit pour le Covid. Est-ce qu'ils ont leur masque ? C'est obligatoire pour le Covid. Et tout ça grâce à quoi ? À de l'intelligence artificielle. Donc ça, on voit le petit Xavier là. Voilà, c'est lui, c'est Xavier. Bravo. Et donc, alors, l'intérêt pour Singapour, c'est de diminuer le nombre d'agents. C'est-à-dire qu'en fait, le robot passe et puis appelle l'agent quand il y a un problème. Donc il y a moins d'agents. Pour autant, il y a toujours tant de caméras de vidéosurveillance. Mais le robot fait des angles morts. Et donc, nous sommes surveillés par des IA. Mais alors là, c'est pas une surveillance très discrète. Moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est que finalement, on voit vite qu'on est surveillé. Donc, on n'a pas forcément le même comportement. C'est vrai, mais on l'est. Aujourd'hui, il y en a 2. S'il y en a 25, il sera juste impossible de ne pas se comporter comme on doit se comporter. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans plutôt, c'est le fait que c'est une IA qui décode tous ces signaux. Oui. Et hasard du calendrier, vendredi dernier, c'est-à-dire 3 jours avant, Facebook a publié ses excuses parce que, alors qu'un utilisateur de Facebook visionnait, c'était un reportage, je crois, sur des Noirs dans une ville, il s'est vu proposer en bas dans son truc, voulez-vous avoir plus de vidéos sur les primates. Et donc, si l'IA est capable de confondre, alors Google avait fait la même bourde. C'est que les intelligences artificielles sont encore très très bêtes. Et donc, qu'une IA se trompe pour faire du média, pourquoi pas ? Pour pousser des contenus, pourquoi pas ? Mais qu'elle se trompe alors qu'elle nous surveille, c'est beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, vous savez que donc, l'Europe a fini sa consultation sur la loi, sur les usages de l'IA, et que maintenant elle passe à la fois à l'Assemblée européenne, dans les sujets interdits, c'est-à-dire que ça ne peut pas arriver en Europe, il y a la surveillance, il y a le score social, il y a la surveillance des lieux publics. Donc on cherche bien en Europe à limiter ça. Après, il y a des débats sans fin, parce que ça, c'est vraiment interdit. Après, il y a les sujets extrêmement critiques qu'il faut vraiment surveiller, dans lesquels on retrouve le scoring de crédit. Et là, vous avez Mastercard qui dit si je ne peux pas faire de l'IA sur le scoring de crédit, je ne peux plus donner de crédit. Donc, on a tout de suite le combat entre l'individu et l'entreprise. Éternel combat en démocratie. Et c'était déjà des sujets qu'on abordait au moment de l'arrivée des caméras de vidéosurveillance. Là, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il s'agit d'une phase de test. Je crois que c'est pour 3 semaines, que Xavier se balade dans les rues. Et tester, finalement, ça permet justement de s'apercevoir peut-être des biais, de ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas. Oui, évidemment, heureusement. On a aussi, je crois, une expérimentation beaucoup plus près de nous à Puteaux, avec des caméras de vidéosurveillance qui testent justement l'analyse par une intelligence artificielle, enfin un logiciel qui est capable de repérer des comportements suspects. En fait, la vraie réponse, à mon avis, dès qu'on touche des sujets sensibles comme celui-là, qu'est-ce qu'on a droit ? La liberté. Je pense qu'on n'arrivera pas à se séparer de l'humain. En tout cas, pas à horizon prévisible. Oui, en tout cas, on ne le souhaite pas. On souhaite surtout pas. Une technologie qui reste humaine. Merci beaucoup, Merci Alain Staron. Un dernier mot, non ? On a fait le tour. Très bien. Alain Staron, fondateur d'Amborella. Juste après la pause, on va partir une petite pause, oui, c'est vrai, mais on va retrouver après le monde du libre et cette histoire d'un pharmacien en campagne. Vous êtes bien sûr Bismart, vous regardez Smart Tech à 11h en direct, votre quotidienne dédiée au monde de l'innovation et du numérique. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, nous partirons à la découverte d'un avion à 3 ailes, peut-être l'avenir de l'aéronautique. Mais avant, nous avons rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, qui m'a rejointe en plateau. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors aujourd'hui, retour de vacances. Oui. Tu vas nous raconter l'aventure d'un pharmacien en campagne, à la campagne et en campagne, en tout cas un jeune pharmacien qui s'est lancé dans un projet, comme on les aime, développer un outil qui nous permette de regagner le pouvoir qui nous est dû finalement, le pouvoir sur nos données. Oui, alors en fait, je me suis intéressé à nos données de santé
Et je ne sais pas si on se souvient tous du petit scandale qu'il y a eu sur les pharmacies en France, dont les 2/3 apparemment aspirent les données de santé de nos prescriptions pour le compte d'une société américaine qui s'appelle IQVIA à travers des accords avec les éditeurs de logiciels. Une enquête d'Élise Lucet. Oui, je me suis dit où est-ce qu'on en est. Donc je suis allé voir mon pharmacien, je lui ai demandé au fait elle est où la notice qui me permet de dire que je ne veux pas que mes données soient traitées automatiquement. Là mon pharmacien me répond ouais elle est sûrement quelque part, mais il n'a pas su me dire où. Donc visiblement plusieurs mois après l'émission d'Élise Lucet, pas grand-chose a changé. Et j'ai voulu aller voir le lanceur d'alerte de ce scandale, qui est un jeune pharmacien dans le centre de la France. Donc j'ai pris le TER et je suis allé à Buja. Petite ville de Corrèze, où je suis allé rencontrer Antoine Priou, un pharmacien rock'n'roll, qui a décidé de nous rendre le contrôle sur nos données de pharmacie. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui est né dans une famille de médecins et de pharmaciens qui vit de longue date sur le plateau de Millevaches. Il a racheté une pharmacie à Buja, la grande pharmacie régionale. Et l'idée, en fait, c'est finalement de faire vivre ce terroir en évitant la désertification médicale en France. Le plateau de Millevaches, aujourd'hui, c'est quelque chose un endroit qui devient un peu à la mode. C'est un peu le Larzac du 21e siècle, où on y trouve des familles qui fuient la ville, des artistes et également des agriculteurs qui restent et qui sont bien implantés. C'est aussi le plateau des 1000 négociants de vin, puisqu'en fait, au début du 20e siècle, les agriculteurs sont partis à Bordeaux récupérer des bonnes bouteilles de Saint-Émilion, de Saint-Estèphe ou de Médoc pour les vendre en Normandie, dans le Nord, en Belgique. Là, vous êtes en train de nous raconter vos vacances. Oui, là. oui. Et se sont fait des belles fortunes derrière une apparence très modeste. Et donc, Et est-ce que ce jeune pharmacien, lui, dans sa pharmacie, il avait ce fameux logiciel qui collectait des données? Non, il ne l'a pas, mais il a surtout des trucs très, très innovants. Donc il a un robot dernier cri pour en fait conditionner les médicaments, un peu comme au Japon, où ils sont pris un par un automatiquement, mis dans des blisters individuels pour que les gens n'oublient pas de le prendre ou n'en prennent pas trop. Ça facilite aussi le travail dans les EHPAD. Et ce que j'ai vu, c'est que plus qu'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui adore l'innovation. Donc le robot, il est coordonnateur de maisons de santé, il faut vouloir, ça demande beaucoup d'énergie. Il invente des nouvelles méthodes de gestion. Et donc là, aujourd'hui, il fait une campagne de crowdfunding pour financer la libération du code d'un logiciel de gestion de pharmacie. Donc il a décidé de lancer une opération de financement participatif. Oui. Pour pouvoir produire un logiciel différent de ceux qui existent aujourd'hui sur le marché. Oui, parce qu'en fait, c'est là qu'on comprend comment naissent les logiciels libres. Ils naissent souvent de la frustration. Là, pas seulement la frustration des données qu'on nous prend, mais aussi le fait que les logiciels ne sont peut-être pas forcément bien adaptés à l'évolution des typologies de patients. Parce que quand on n'est plus dans une grande ville, les patients, c'est plutôt des personnes âgées qui ont des ordonnances avec des soins de longue durée, des prises récurrentes de médicaments qu'ils peuvent oublier. Et on a besoin en fait que la pharmacie commande bien avant les médicaments pour que quand le patient vient, tout soit déjà prêt. Et donc, pour y arriver, il faut aussi que l'ensemble des professionnels de santé de la région puissent partager les données sur le patient. Donc, on a besoin qu'il y ait une autorisation de partage, d'où cette notion de maison de santé, qui est une sorte de clinique virtuelle qui réunit des professions libérales. Et ça permet d'éviter qu'un professionnel de santé fasse une erreur par rapport à ce qu'a fait un autre. Ça permet également de mener des politiques de santé publique et de réduction des pathologies. Et dans le cas précis de la gestion de la pharmacie, donc ce qu'a voulu faire Antoine Priou, c'est créer une bannette par patient, avec son nom. Donc moi, je l'ai caché avec ma main quand j'ai pris la photo. Et la bannette contient tous les médicaments du traitement récurrent. Elle est placée dans une armoire avec 4 couleurs, rouge, orange, vert et bleu. Et chaque semaine du mois correspond à une couleur différente. Donc l'idée, c'est que en début de semaine, on prend l'armoire rouge pour la semaine rouge, on la met devant la pharmacie. Quand le patient vient, tout est déjà prêt, ça va plus vite. Les médicaments sont là, il n'a pas besoin de revenir 3 jours après. D'automate libre-service. Non, il y a le préparateur, mais surtout, c'est bien organisé. Il faut éviter qu'on lui dise « Revenez, madame, dans 3 jours Ouais. ». Et on a les 3 autres armoires dans l'arrière-boutique en train d'être préparées pour les semaines suivantes.
Ce qui fait que en fin de semaine, on prend l'armoire de la semaine, on la range. S'il reste des bannettes dedans, ça veut dire que la personne n'est pas venue chercher sa préparation. Donc on l'appelle pour comprendre pourquoi, pour être sûr que le traitement suit son cours. Et donc, au bout du compte, on gagne du temps, on gère mieux. Et ça, c'est ce qu'il a voulu intégrer au logiciel Pharmaland qu'il utilise actuellement. Qui est un logiciel libre ? Pas du tout. Propriétaire, qui est... Et le problème, c'est qu'en fait, il voudrait que Pharmaland fasse également gestion de maisons de santé, qu'on puisse y rajouter d'autres innovations en termes de gestion. Et là, c'est compliqué parce que la plupart des professionnels n'ont pas envie d'innovation, ils ont envie de gérer comme toujours. Et le libre, là, en fait, il résout la frustration de l'envie d'innover. Donc, Antoine va présenter son projet au grand événement de la rentrée qui s'appelle le Biboost, qui est à La Rochelle, organisé par la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc son président Alain Rousset, qui est un fervent partisan de la généralisation des logiciels libres. Et donc, on espère donc... Parce que lui, il est capable de le coder, son logiciel ? Il n'est pas capable lui-même. Lui, il est capable de donner les méthodes de gestion, il est capable d'acheter un code, il est capable de s'associer avec des associations du libre. J'ai vu qu'il travaille déjà avec l'April, avec Interop. Mais il est capable, en fait, de mettre toute l'énergie et toute l'envie d'innover pour faire aboutir un logiciel de gestion qui correspondra au métier. Donc au-delà d'une recherche de financement et d'une campagne de crowdfunding, il cherche à rassembler finalement la communauté du monde du livre dont on parle régulièrement autour de son projet. C'est ça. Et donc il a une association qui s'appelle Papillon. Tout est en place et je pense que c'est vraiment un projet à soutenir et moi je lui souhaite beaucoup de succès lors de sa présentation. Et le nom de son projet ? Papillon, avec un 4 à la place du A. Papillon.org. D'accord. Donc il présente son projet le 14 octobre à La Rochelle. Oui. Et il espère à ce moment-là rassembler des fonds. Rassembler des développeurs. Trouver des développeurs. Oui. Il a besoin de combien de fonds ? Oh, là, il a besoin de 60 000 € pour commencer. Il en a déjà rassemblé 6 000. D'accord. Et le monde... Et ça, c'est le type de besoin financier, enfin, c'est assez classique dans le monde du libre. C'est classique pour une première version. Je peux dire que le logiciel de RP que j'ai développé il y a longtemps, je l'ai fait avec 80 000 €, la première version. Et aujourd'hui, il fait tourner des énormes entreprises. Donc, après, pour les autres versions, il faut à nouveau... Oui, mais ça vient tout seul après. Trouver des dons ? Non, parce qu'on a des clients. Quand on fait une première version avec cette petite somme au départ, une fois que ça marche, l'un va rajouter 10 000, l'autre 1 000, et donc ça fonctionne tout seul. Donc ça veut dire qu'Antoine pourrait développer un nouveau business, en fait. Ou la personne qui l'aidera. Et donc je pense que c'est plutôt la personne qui va l'aider à finalement créer ce logiciel, va pouvoir développer un nouveau business, soit dans un cadre associatif, soit dans un cadre d'entreprise privée, les deux ayant leurs avantages. Avec le souci donc de la protection des données de santé. Bien sûr, qu'on pourra vérifier, puisque le code est libre. Ben, merci beaucoup. Donc on souhaite tout le succès. Oui. À votre jeune pharmacien rock'n'roll, comme vous avez dit. Je voulais terminer juste avec un joyeux anniversaire, Jean-Paul, c'est quand même les 30 ans de Linux. Oui, et on voit qu'un logiciel européen, en 30 ans, domine le monde, puisqu'au fait, aujourd'hui, le Linux est le système d'exploitation le plus utilisé dans les téléphones, dans les serveurs de l'Internet, dans les serveurs d'entreprise, et même aujourd'hui dans les ordinateurs portables des écoles américaines. Et moi, j'ai vu qu'il y avait une étude publiée par la Commission européenne qui attestait que le futur de l'industrie européenne dépendait justement de l'open source, qui était bonne pour l'économie et la compétitivité. Oui. Voilà, absolument. Joyeux anniversaire. Merci Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space, pour cette découverte régulière du monde du libre. À suivre dans Smart Tech, la découverte d'une innovation, celle-ci concerne l'aéronautique. On termine Smart Tech avec notre séquence Et demain. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, vous allez nous présenter une techno dont les plans viennent d'être dévoilés et pourrait donc secouer ce monde de l'aviation. Oui, effectivement, je vous présente un avion à 3 ailes. Carrément, on n'en a jamais vu jusqu'alors. Vous l'avez dit, c'est un projet d'avion. Il pourrait transporter jusqu'à 264 passagers quand même sur 17 000 kilomètres
sans escale. Alors vous allez me dire pourquoi 3 ailes ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Cette architecture, elle permet d'abord d'améliorer la portance évidemment et aussi de réduire la traînée. Donc ça va augmenter l'autonomie, on l'a dit, 17 000 km sans escale. Et puis cette structure, elle va aussi favoriser les décollages et les atterrissages plus courts, ce qui veut dire moins de poussée et donc moins de consommation de carburant. D'ailleurs, d'après SE Aeronautics, qui est la société américaine qui vient d'Alabama, qui a présenté ce projet, la consommation de carburant, elle serait abaissée de 70%. Tout ça grâce à ces ailes, cette aile supplémentaire, mais aussi grâce aux winglets. Ce sont les petits bouts qu'on peut voir sur les images des ailes qui se redressent comme ça. On en met au bout des ailes des avions, sur les extrémités des ailes des avions, mais aussi sur celles des planeurs, encore une fois pour améliorer la portance et donc raccourcir aussi le temps de décollage. Et j'imagine réduire l'empreinte carbone ? Effectivement, ça c'est le plus important, c'est le défi de l'aéronautique aujourd'hui. D'après le constructeur, toujours, elle serait réduite de 80% par siège par kilomètre par rapport à d'autres avions avec la même capacité de 264 passagers. Mais c'est pas tout. Le fuselage en matériaux composites, il sera constitué d'une seule pièce moulée comme on en trouve aujourd'hui sur les bateaux monocoques, ce qui laisse présager un coût de production beaucoup moins élevé que les avions traditionnels. Et puis autre différence, parce qu'il faut rééquilibrer cet avion qui est complètement repensé avec une 3e aile au milieu, au lieu d'être stocké dans les ailes, le réservoir de carburant, il sera directement dans le fuselage pour rééquilibrer l'appareil. Le réacteur, lui, il sera positionné à l'arrière, entre les deux dérives de la queue de l'avion, ce qu'on appelle en fait l'empennage. Et puis à l'intérieur aussi, le constructeur a voulu innover et c'est pas inutile, vous allez comprendre pourquoi. L'appareil va disposer d'un système de ventilation et de recyclage de l'air individuelle et on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Ça va permettre évidemment de s'assurer que des maladies comme la Covid-19 ne puissent pas circuler librement dans l'appareil et ça devrait intéresser aussi le secteur de l'aéronautique qui s'est vu cloué au sol, en grande partie aussi parce que son équipement n'était pas adapté. Merci beaucoup, on est impatient de voir voler cet avion à 3 ailes. Oui. Merci Cécilia Sévry. On vous retrouve demain pour parler de l'espace et moi pour la grande interview, ce sera la directrice de 42. On va pénétrer dans les coulisses du plus célèbre campus de développeurs, c'est celui qui casse tous les codes. À demain.